Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Alors, pour accompagner votre été, on a eu envie de voyager un peu nous aussi. On vous emmène donc à la rencontre d'autres regards sur la mort et le deuil à travers une série d'interviews inspirantes. Préparez-vous à découvrir d'autres cultures, à entendre d'autres approches de la fin de vie et de l'accompagnement du deuil, à écouter des parcours de vie aussi. Bref, à naviguer chaque semaine dans d'autres possibles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à mon micro une grande dame pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Mère de 5 enfants, mon invitée a perdu sa fille, Géraldine, des suites d'un cancer pédiatrique alors qu'elle n'avait que 7 ans dans les années 80. À la suite de cette épreuve, mon invitée s'est engagée. Elle est ainsi la cofondatrice de Choisir l'Espoir, une association de soutien aux enfants atteints de cancer et à leurs familles durant toute la maladie. Plus tard, elle a également créé une association chère à mon cœur, dont vous avez souvent entendu parler par ici. Il s'agit d'Apprivoiser l'absence, qui organise entre autres des groupes d'entraide pour les parents et les frères et sœurs endeuillés depuis 30 ans cette année. Elle est aussi devenue formatrice en soins palliatifs pédiatriques et a contribué à la rédaction de plusieurs livres sur ce sujet. Elle a enseigné au sein du DU Deuil et Travail de Deuil aux côtés de Michel Anus et a côtoyé Jean Montbourquette, tous deux de grandes figures du développement de l'accompagnement du deuil dans la francophonie. Enfin, elle est l'auteure des livres Animer un groupe d'entraide pour personnes en deuil et Apprivoiser l'absence, adieu mon enfant. Vous ne la connaissez peut-être pas, et pourtant, sa parole est si précieuse. Je vous présente aujourd'hui, non sans émotion, Annick Ernoult. Bonjour Annick. Bonjour Tiffany, et merci de votre proposition. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et un peu intimidée aussi. Il faut dire que vous avez un parcours singulier et c'est d'ailleurs peut-être par là qu'on va commencer aujourd'hui. J'ai évoqué en introduction votre engagement tant pour les enfants et les familles des enfants atteints de cancer que pour les frères et sœurs endeuillés également. Cet engagement s'est construit à la suite de la maladie, puis de la perte de votre propre fille, Géraldine. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire quelques mots sur elle et ce qui lui est arrivé ? Oui, alors Géraldine, c'était une petite fille très courageuse. En 1982, on avait 13 ans de mariage. On avait 3 enfants de 10 ans, 8 ans et 5 ans et demi. Et puis la dernière, Géraldine, 5 ans et demi, déclare un jour une rougeole, comme tous les enfants. Une rougeole qui se termine pas, qui continue avec des fièvres énormes, des maux de ventre, etc. Le médecin nous propose un scanner pour voir ce qui se passe, et le couperet tombe. Cancer de la surrénale, sympathoblastome, un cancer très rare, stade 4, c'est-à-dire extrêmement avancé. Donc elle est opérée tout de suite, on enchaîne sur 1 an de chimio. Malheureusement, au bout d'1 an, la tumeur échappe en fait et redémarre, et on rentre dans une période de soins palliatifs à la maison de 3 mois, une période de fin de vie. Et donc elle est morte 16 mois après le diagnostic, juste avant ses 7 ans, très consciente qu'elle allait nous quitter parce que la coquine nous avait dit je veux que ma tombe soit dans le cimetière tout près de la maison, comme ça je serai encore un petit peu avec vous. Voilà, c'était ces souvenirs qui restent gravés comme hier, en fait, dans le cœur.
Est-ce que vous pourriez, un petit peu nous parler de vous, de ce que vous avez vécu, en tant que maman au fil de cette épreuve et puis après son départ? Alors, j'ai toujours, été, attentive à ne pas séparer mon vécu de maman de celui de mon mari, de celui de nos 2 autres enfants, parce que j'ai été trop témoin de leur souffrance aussi. Bien sûr, quand on est une maman, on a cette espèce de déchirement dans la chair, dans le ventre de cet enfant qu'on a porté et qui s'en va. Mais mon mari avait aussi mal au ventre, dans son ventre de père, et j'étais touchée par ça. Et nos enfants vivaient quelque chose de difficile parce que ils étaient partagés entre la tristesse, qui était certainement là, et puis aussi la jalousie de voir ses parents totalement mangés par la crainte de voir mourir Géraldine, par les allers-retours à l'hôpital, par le fait qu'ils étaient vraiment plus disponibles du tout. Nos 2 enfants, on a eu beaucoup de chance parce qu'ils ont pu nous dire ça. Un soir, ils nous ont dit: «Vous n'avez plus qu'un enfant et les 2 autres, vous vous en foutez». Et c'était pendant la prière familiale qu'on faisait tous les soirs et que je trouvais que c'était formidable d'avoir eu ce lieu de parole ensemble dans lequel ils avaient pu se décharger de ce sentiment pas facile à accepter et à vivre en soi. Donc bien sûr, on leur a dit bah non, on a 3 enfants et vous savez bien qu'on a 3 enfants, mais malheureusement il y en a un qui est très malade et du coup il faut qu'on s'en occupe là parce que c'est indispensable. Mais vous deux, vous avez les amis qui s'occupent de vous, vous avez bon papa et bonne maman, vous n'êtes pas tout seul, quoi. Après la mort d'un enfant, on essaye de conjuguer les souffrances familiales de toutes les personnes qui restent. Nous, c'était 4 souffrances à conjuguer et 4 souffrances différentes puisque notre lien avec Géraldine était unique. C'est important de se rappeler ça, il n'y a pas que les mamans qui souffrent, il y a aussi les autres. Et nous, on a eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on a été extrêmement entourés par nos familles, par nos amis qui ont fait preuve d'une créativité incroyable. Du jour au lendemain, par exemple, pendant la maladie de Géraldine, je n'ai plus fait de courses. Tout arrivait chez nous, sans que je fasse de liste. Ils apportaient un plat pour le repas, un petit gâteau pour le dimanche. Ils venaient jouer à la maison. Ils invitaient les frères et sœurs. D'ailleurs, ils étaient invités au cinéma pendant que Géraldine est morte. Ils les invitaient en vacances. Enfin, vraiment, les amis ont été formidables. Et c'est eux qui nous ont donné l'idée de choisir l'espoir. Parce qu'à l'hôpital, on a vu trop de gens tout seuls, trop de mamans, voilà, dans la solitude. Et on s'est dit, ben, il faut faire quelque chose. Tout le monde n'a pas un grand réseau d'amis et de familles pour aider. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, quelques mots sur, bah, le départ de Géraldine et puis, comment vous vous êtes sentis après ce tsunami dans votre vie? Puisque j'imagine que même jusqu'au dernier moment, on s'y attend pas? Oui, tsunami, c'est le mot. Ça change tout. En une seconde, la seconde du dernier souffle change tout. On a fait un pas à la fois, je crois. On a essayé de rester dans la vie. On a été plus attentifs aux 2 autres qui avaient été frustrés de notre attention et ils avaient l'impression de notre amour, mais bon, parce qu'ils pouvaient plus s'exprimer de la même façon, notre amour. On a continué à voir les amis qui nous avaient aidés et qui acceptaient de parler de notre fille, et ça c'était formidable. On avait besoin, tellement besoin d'en parler. Voilà. Et puis on a tout de suite mis les bases de l'association. Enfin, on a cherché en se disant que cet événement n'avait aucun sens et qu'il n'y avait que nous qui allions pouvoir lui donner du sens. Et lui donner du sens, c'était se mettre au service des parents qui allaient nous suivre sur ce chemin, soit sur le chemin de la maladie et soit sur le chemin du deuil. Donc là, on a déployé une activité, on a rencontré beaucoup de gens, on a été toujours sidérés du vide énorme que crée la maladie, la souffrance autour des gens. Et puis il faut se rappeler qu'en 83, le cancer, c'était complètement tabou. On ne prononçait pas le nom de cancer, c'était une longue maladie.
Et on nous a même déconseillé de mettre cancer dans l'intitulé de l'association. On nous a dit, vous allez avoir personne si vous mettez association d'aide aux enfants atteints de cancer. Et ça, nous, on tenait à ce que les choses soient nommées. Le cancer, c'est pas pire qu'une autre maladie. C'est une maladie grave. Il y en a, bon. Donc, on a mis le mot cancer dans l'intitulé de l'association en se disant, non, on ne peut pas faire semblant que c'est autre chose ou que ça n'existe pas, quoi. Donc c'était tabou, complètement tabou, et le cancer des enfants était encore plus tabou. Et puis, on s'était aperçu que dans le fond, quand on était dans le service hospitalier, on se voyait pas beaucoup les parents parce que nos enfants avaient un système immunitaire très affaibli par les chimiothérapies. Donc, on avait une crainte des microbes, des virus, etc. Et on rencontrait le moins de gens possible. On n'avait pas le droit de les emmener dans un magasin, par exemple, parce que des magasins, il y a des virus possibles ou de microbes. Donc, on se voyait pas. Et quand on voyait plus un parent dans le service, on savait pas ce qui s'était passé. On se disait, est-ce que l'enfant est guéri ? Est-ce que l'enfant est mort ? On ne savait pas. Donc, on s'est dit que là, il y avait aussi quelque chose à faire pour que les parents soient plus en lien les uns avec les autres, voilà, et qu'ils puissent s'entraider, en fait. Et on s'est aperçu que, en interrogeant tous les responsables d'associations pédiatriques en France, qu'il y avait aucune association ne faisait de l'accompagnement à domicile. Et du coup, on s'est dit, on va commencer par ça. Faut être honnête, on n'était pas très bienvenus à l'hôpital non plus en 83. C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'asso qui rentrait à l'hôpital et il tenait pas trop à ce qu'il y en ait. Donc on s'est dit, le domicile, ça va être une façon de démarrer, de commencer et d'être près des gens. De fait, aujourd'hui, choisir l'espoir est autant à l'hôpital qu'à domicile. Ça, c'est très important. Donc, on a commencé ça en disant aux parents, vous pouvez disposer de 2 demi-journées de présence, de 2 bénévoles, un qui fait une demi-journée à la fois, par semaine. Et ça, c'était extrêmement important parce que la maman pouvait faire des démarches, se soigner elle, par exemple, aller chez le médecin, ou bien faire les courses tranquillement, ou bien se reposer tout simplement, grâce à la présence de ces 2 bénévoles, chacun une demi-journée. Voilà, donc on a mis ça en route. Choisir l'espoir est né en 86, 3 ans après la mort de Géraldine. Et aujourd'hui, il y a toujours, presque 40 ans après, 50 bénévoles qui sont à disposition des familles et qui assurent une permanence à l'hôpital, ce qui est formidable parce que c'est là qu'ils rencontrent les familles et c'est là qu'ils peuvent les orienter, leur parler de ce qui existe, leur parler des autres associations, l'école à la maison, l'école à l'hôpital, les petits princes, les rêves, enfin voilà. Et en plus de la création de l'association Choisir l'espoir, vous vous êtes aussi impliqué dans la formation du personnel des soins palliatifs. Qu'est-ce que vous aviez à cœur de leur transmettre et de changer ? Alors, on avait à cœur de leur dire que l'isolement des familles était très grand, tant à domicile que à l'hôpital. Parce que le cancer fait peur, il fait toujours peur. En classe, c'est pas facile. D'ailleurs, les enfants avec les chimios ont des parcours scolaires un petit peu en pointillés quelquefois. Ils perdent leurs amis, c'est pas évident. On tient pas trop à ce que les amis viennent à la maison. On a peur des maladies, etc. Les parents aussi peuvent perdre leurs amis. Donc, on voulait leur faire prendre conscience de cette solitude. On voulait leur faire prendre conscience aussi de l'absence d'outils pour les parents. Il n'y avait pas, en 83, il n'y avait pas un livre sur les parents d'enfants atteints de cancer, il n'y avait pas un livre pour les enfants. Et Géraldine nous faisait rire parce qu'elle faisait ses livres. Donc elle dessinait plusieurs pages qu'elle accrochait ensemble et puis nous feuilletions les livres où elle expliquait ce qu'elle avait eu comme soins, comme examen, etc. Et on se disait, elle a raison, c'est très important, il faut que l'enfant puisse se retrouver ce qu'il vit comme une expérience de vie que d'autres enfants font, etc. Donc on a mis au point plusieurs brochures qui ont été destinées aux parents, aux frères et sœurs, aux enfants malades, bien sûr. On a aussi dit que
La socialisation était très importante de l'enfant malade et pouvoir lui redonner des distractions, réaliser ses rêves, lui donner des projets qui en plus étaient vécus en famille avec les frères et sœurs qui eux aussi faisaient plus rien. Donc ça, tout ça c'était très important. Dans le DU de soins palliatifs, le plus important pour moi a été de faire changer les attitudes au moment de la mort de l'enfant. On a été assez sidérés avec mon mari de découvrir que dans un but très chouette, très noble, d'éviter aux parents de la souffrance et la souffrance de voir mourir leur enfant, les soignants les éloignaient au moment de la mort de l'enfant. Et ça, c'était dramatique parce que pour les parents, il manquait ce moment-là où ils avaient été parents jusqu'au bout, où ils avaient tenu la main de leur enfant pour le grand passage. Et ce moment-là est une des racines du deuil, un des ancrages du deuil. Et quand ça vous manque à vie. Et vous pouvez pas faire votre deuil, ça fait des deuils compliqués. Donc on a expliqué aux soignants, oui, c'est un moment très difficile, c'est vrai, mais c'est un moment indispensable et dans ce moment-là, on a besoin que vous soyez là, que vous proposiez un soutien, que vous demandiez aux parents, est-ce que vous désirez qu'on soit avec vous, est-ce que ça vous aide, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et être là, ou bien les laisser, il y a des parents qui disent, non mais merci, on a envie de vivre ça avec notre enfant, proposer de le mettre dans les bras, de le caresser, c'est très important. Et ça, les soignants sont un peu tombés des nues parce qu'ils pensaient que c'était mieux de protéger les parents. Là, on a aussi alerté sur le fait que la douleur était insupportable. Être témoin de la douleur de son enfant dans l'impuissance totale, c'est très difficile. Donc tout ce qui était soulagement de la douleur était capital et il fallait le travailler et progresser. Et puis, on a attiré l'attention des soignants sur le fait que les frères et sœurs n'étaient pas associés du tout au décès de leur frère ou de leur sœur, que par exemple, on ne voulait pas qu'ils voient le corps, parce qu'on se disait là aussi que ça allait les traumatiser, et que là aussi, ça créait des blessures pour la vie entière. De toutes les façons, un frère ou une sœur qui a perdu un frère ou une sœur, c'est une blessure pour la vie entière. Mais au moins qu'on mette les conditions pour que cette blessure puisse se vivre et évoluer. Nous, nos enfants qui ont 50 ans et 48 ans aujourd'hui, il y a toujours quelque chose de la mort de leur sœur qui est présent dans leur vie. Les 2 derniers qui n'ont jamais connu cette sœur, leur vie est aussi bouleversée par la présence de cet enfant qui a tout changé pour 4 membres de la famille et eux, ils la connaissent pas. Donc, il faut savoir qu'ils ont besoin d'aide. Et ça, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait s'occuper des frères et sœurs, il fallait proposer, pas attendre qu'on demande, proposer que la psychologue propose de les voir, qu'il y ait des groupes qui puissent rencontrer d'autres frères et sœurs pour dire combien c'est dur, etc. C'est un peu tout ça qu'on a dit dans les DU de soins palliatifs pour faire évoluer les attitudes. Alors on a eu beaucoup de chance parce que dans ce parcours, moi je suis tombée sur quelques pédiatres, pédopsychiatres et réanimateurs de grands hôpitaux pédiatriques qui étaient sensibilisés aussi et qui en particulier avaient été sensibilisés par des parents qui leur avaient dit « on nous a volé la mort de notre enfant » parce qu'on les avait laissés de côté. Et ça a mis en route tout un groupe de médecins qui se sont dit on ne peut pas continuer avec ça, c'est pas possible, c'est le contraire de ce qu'on veut faire. Donc on a été très aidés et ce groupe de réflexion en fait a mis au point un DU, un diplôme universitaire de soins palliatifs pédiatriques, pour former les soignants à tout ça, qui est devenu aujourd'hui un DIU, douleur et soins palliatifs pédiatriques, un diplôme interuniversitaire. Et je trouve que ça a été un grand progrès. Alors on m'avait dit, mais Annick, tes idées c'est très bien, mais tu sais, pour une idée c'est 20 ans. J'avais dit, 20 ans, ok, on y va, c'est pas grave. Et le DU a ouvert en 2003. Donc j'ai trouvé ça formidable, parce que 1983, 2003, voilà, il a ouvert et ça a changé, je crois, je suis sûre d'ailleurs, la vie des parents qui nous ont suivis et la vie des enfants qui nous ont suivis aussi et des frères et sœurs.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, les évolutions peut-être, très concrètes que vous avez vues être mises en place aujourd'hui? Alors, les évolutions très concrètes, c'est vraiment dans les services hospitaliers, un changement à 180 degrés d'attitude, c'est-à-dire que les soignants font tout pour que les parents soient là. Tout. C'est pas toujours possible, hein, il y a quelquefois des situations compliquées, mais en gros, les parents sont là et les soignants font tout aussi pour les aider en proposant de l'aide et ils pensent aux frères et sœurs. Donc voilà, ça a changé à 180 degrés, je trouve. C'est formidable. Et d'ailleurs, j'ai une admiration sans borne pour les soignants qui font ça parce que c'est pas facile la pédiatrie. La mort de l'enfant, c'est quand même le contraire du concept d'enfant qui est dans la vie jusqu'au cou, qui apprend des choses tous les jours, qui évolue, qui s'éveille, etc. Bon, la mort, c'est pas ça. Donc ça, c'est une belle évolution. Par rapport au deuil, l'évolution, ça a été que d'abord, on en a parlé, on en parle. Aujourd'hui, on ne compte plus les livres de témoignages de parents qui ont perdu un enfant, et il y en a beaucoup. Et ça, c'est bien parce que plus il y en a, plus les gens se retrouvent dans certaines expériences. Aujourd'hui, il y a des associations pratiquement dans toutes les régions. Il y a des régions plus pauvres que d'autres, mais pour les endeuillés et pour les parents endeuillés, je voudrais souligner l'aide énorme que nous a apporté la Fondation de France, qui en 92 a fondé un groupe de réflexion sur l'aide, l'accompagnement des personnes en deuil pour vraiment lancer des projets précis un peu partout qu'elle finançait. Et c'est comme ça qu'Apprivoiser l'absence aussi a profité, a bénéficié pour la formation de ses bénévoles des financements de la Fondation de France. Et vraiment, je dis un profond merci parce que ça a lancé en France un mouvement qui n'existait pas. Donc le grand changement, ça a été les groupes d'entraide. On n'imaginait même pas qu'on puisse se retrouver ensemble pour parler de la mort de son enfant. C'était inimaginable. Et les parents ont découvert que non seulement c'était possible, mais qu'en plus ça aidait. C'était formidable. Et que ça permettait de retrouver ses ressources à soi. C'est pas des groupes où on va leur proposer des ressources, c'est des groupes où ils vont faire le chemin qui est coupé par la souffrance, faire le chemin vers leurs propres ressources, en fait. C'est un grand changement, très, très important. Suite au groupe de la Fondation de France, j'ai été dans les gens qui ont fondé aussi Vivre son deuil. On a été dans tout ce groupe de réflexion de Vivre son deuil avec le docteur Michel Hanus. Et ça a lancé un mouvement en France qui est toujours très vivant, très très vivant. Donc je crois que c'est ça que ça a changé concrètement. En fait, l'attitude, la façon dont les gens sont regardés. Ça fait moins peur et ça permet de rester en lien avec les autres pendant les temps de souffrance. Du coup, on vient de commencer un petit peu à aborder le sujet. Est-ce que vous pouvez, nous parler de, la création d'Apprivoiser l'absence? Comment est né aussi, cet accompagnement dédié au deuil? Pendant 7 ans, à Choisir l'espoir, on s'est vraiment focalisé sur l'enfant malade. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça bouge, que ça évolue, qu'ils aillent mieux, que les familles aillent mieux, qu'on leur propose des choses qui les aident. Et on avait quelques familles qui perdaient leur enfant. Au sein de l'association Choisir l'espoir, on continuait à les accompagner 1 an au domicile. Le suivi de deuil à domicile, c'est quelque chose qui n'existait pas en France. On a été parmi les premiers à le mettre en œuvre. Et c'était très important parce qu'on était là dans le lieu où avait vécu l'enfant avec tous les souvenirs, etc. Donc c'était, je trouvais, extrêmement fort, extrêmement important. Et puis après, moi, je me suis tournée vers le Québec parce que j'ai lu, comme beaucoup, les livres de Jean Montbourquette. Grâce à la Fondation de France, j'ai rencontré Jean Montbourquette parce que la Fondation l'a fait venir à Paris. Et là, on a découvert tout le travail formidable que faisaient les Canadiens et les pays anglo-saxons pour l'accompagnement du deuil. Il n'y avait rien de tout ça en France. Et c'est là qu'on a découvert le modèle des groupes d'entraide. Et on s'est rendu compte que communiquer à la fois sur la guérison de l'enfant et sur son décès, c'était pas possible. Donc on a scindé l'association, on a enlevé les activités d'accompagnement de deuil et les groupes, ce qu'on appelait les groupes d'entraide de l'association Choisir l'espoir, et on a fondé Apprivoiser l'absence en 93. Cette association Apprivoiser l'absence, qui était à Paris,
et un petit peu dans le Nord au début, a proposé des groupes d'entraide, avait une ligne téléphonique où les parents pouvaient appeler. On les avait au téléphone le temps qu'un groupe s'ouvre. Un groupe, c'est une dizaine de parents, 12 rencontres, une fois par mois, avec des thèmes. Alors les thèmes sont à la fois, certains sont indispensables, comme la culpabilité, la colère, qu'est-ce que je fais des affaires de mon enfant, les amis, comment ça se fait qu'ils disparaissent, comment leur dire nos besoins, on n'a pas envie mais il faut peut-être qu'on le fasse, voilà. Et puis les thèmes sont aussi choisis par le groupe. Ça permet ces groupes de vivre toutes les premières dates, ou en tout cas toutes les dates du deuil, parce qu'on n'a pas toujours les gens dans la première année, on en a aussi dans la troisième, quatrième année, mais on va vivre ensemble Noël, la fête des mères, la fête des pères, la rentrée des classes, les vacances sans l'enfant, l'anniversaire de sa mort, l'anniversaire de l'enfant. Ça, c'est très important parce que ce sont des dates qui sont toujours des moments de souffrance. Donc, on les vit ensemble. Ça renforce l'amitié, le lien entre les gens qui sont là. Et ça crée vraiment une communion presque entre les gens qui sont là, qui s'aident. Les 2 premières réunions sont consacrées au récit de la mort de l'enfant. Et les gens avec qui on a partagé ce récit, il y a un lien particulier avec eux. Ils savent. Et avec ces gens qui savent, je peux continuer la route, en fait. Donc après, ben voilà, les 10 autres rencontres, on partage. L'idée d'apprivoiser l'absence, c'était vraiment tisser du lien social pour éviter l'isolement et que chacun trouve ses propres ressources. Moi, j'ai vu des belles choses dans les groupes. J'ai vu une maman chauffeur de taxi inviter une maman chercheuse au CNRS à vivre une journée avec elle dans son taxi parce qu'elle allait pas bien du tout, l'autre maman. Et elle lui avait dit, tu vas voir, on rencontre plein de gens. C'est intéressant ces journées. Ça va te changer les idées. Voilà. Alors c'est tout ça, c'est des miracles qui se passent dans les groupes. Il y en a beaucoup, hein. On pourrait passer longtemps à en parler. Mais je trouve que ces miracles, c'est de la vie. C'est de la vie à côté de la mort et la souffrance de la mort. Est-ce que vous pourriez, nous dire quel regard vous portez finalement sur, votre parcours aujourd'hui? 40 ans déjà après, la perte, de Géraldine? Oui, d'abord, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance parce que je répète à mes enfants, la vie est faite de rencontres. Et les rencontres que j'ai faites, comme Jean Montbourquette, comme Michel Anus, comme ces médecins qui ont eu envie de faire changer, évoluer les soins palliatifs. C'est magnifique. Donc, merci d'avoir eu toutes ces belles rencontres. C'est pas moi qui ai fait les choses, c'est ensemble qu'on a fait des choses. Et ça, c'est très important aussi, d'être dans des groupes, dans des équipes. Voilà, ça, j'y crois très fort. Je voudrais dire aussi que je suis convaincue aujourd'hui que si la mort n'a pas de sens, ça c'est clair, et la mort d'un enfant encore plus, nous pouvons lui donner du sens en faisant quelque chose de constructif de notre vie. Voilà, pour nous ça a été ces associations, mais pour d'autres ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être des choses aussi de se transformer soi, d'avoir conscience de choses qui font qu'on ne vit plus de la même façon. Voilà, tout ça, ça peut nous aider, nous guider. Moi, ce serait plutôt une expérience d'humilité que m'a fait faire cette mort de Géraldine. D'humilité tellement j'étais dépassée par tout ce que ça représentait. Et puis d'humilité parce que le deuil, c'est une grande école de patience et d'humilité, je trouve. Le deuil, c'est un petit pas à la fois. Et nous avons fait un petit pas à la fois. Quelquefois un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais plutôt que de me donner un objectif inaccessible du genre « aller mieux, vite », je me disais, c'est quoi le petit pas que tu vas faire aujourd'hui? Tout petit. Voilà. Et je crois que ça, il faut se rappeler de ça quand on est en deuil. Vite, ça n'existe pas. Il faut être patient, c'est tout doucement. L'autre chose que je me dis, c'est qu'on a eu la chance d'avoir la capacité à faire connaître nos besoins aux gens qui étaient autour de nous. Et faire connaître ces besoins, c'est donner aux autres les outils pour vous aider.
en fait, parce qu'ils savent pas quoi faire, les gens. On s'aperçoit ils ont le cœur brisé pour vous, pour leurs amis. Ils se disent c'est trop dur. Et qu'est-ce que je peux faire? Et ils ont toujours peur de faire mal. Si je lui en parle, ça va réveiller, mais non, ça va pas réveiller, c'est toujours là, de toutes les façons. Donc, c'est pas la peine, vous pouvez en parler. Ça te va qu'on en parle? Bien sûr, ça me va. Tu as envie d'aller au cinéma? Tu as envie de sortir? On va au théâtre tel jour, tu as envie? Bon, non, j'ai pas envie. Ok. Mais je propose et je demande à l'autre, c'est quoi ton besoin aujourd'hui? Et ça, on a eu la chance peut-être tous les deux de savoir le faire. La grande chance que j'ai eue aussi, c'est que nous avons vécu ça ensemble, mon mari et moi, nos enfants et nous. Je disais toujours à mon mari que l'homme avec qui j'avais traversé ce feu-là, je pouvais plus me séparer de lui et j'avais envie de continuer à faire route avec lui. Et c'est vrai que ça fait 53 ans qu'on fait route et c'est chouette. Et Géraldine a été parmi les événements, je trouve, qui, au lieu de nous séparer, nous ont énormément rapprochés, nous ont appris à nous aimer pauvres. Et c'est ça l'amour, finalement, c'est pouvoir s'aimer pauvre. Peut-être aussi dire que j'ai compris, et Patrice aussi, que la mort et la souffrance peuvent prendre sens des années après. Parce qu'au début, quand on faisait tout ça, on était dans l'action, etc. On réfléchissait pas beaucoup. Mais on voyait pas que ça donnait sens. Et puis c'est avec le recul qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que ça nous a aidés finalement? Et quelquefois, les gens disaient de moi que j'étais une mère endeuillée qui se soignait en faisant des choses. Et je confirmais en disant oui, absolument, ça m'aide de faire des choses. Et quel mal il y a à faire des choses en aidant les autres si on met en place la formation, la supervision, le cadre sérieux et solide qui va nous permettre de ne pas nous abîmer et de ne pas abîmer ceux qu'on aide. Et ça, les deux associations offrent ce cadre-là, extrêmement travaillé et solide, qu'on a pris au Québec aussi, ils avaient ça déjà. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous aimeriez encore partager à tous ces endeuillés d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, mais aussi peut-être d'un ami, d'un compagnon, d'un animal aussi, on le sait, qui nous écoute aujourd'hui? Je crois que quand on a expérimenté la violence d'une absence de parole, d'une absence d'empathie, d'une absence d'une vraie présence au cœur de la traversée d'une souffrance, on peut décider d'offrir cette compréhension, ce regard plein de compréhension, cette oreille attentive, cette main tendue à ceux que nous rencontrons. Et j'avais même envie d'élargir à ceux que nous rencontrons qui sont en deuil et qui ne sont pas en deuil aussi, parce que tout le monde a besoin de ça. Voilà, et que si on arrive à faire ça, on mettra un peu de douceur dans ce monde. Et en ce moment, on réalise à quel point il a besoin de douceur, notre monde. Et je crois que c'est en ça que le deuil peut nous transformer. En tout cas, il a transformé quelque chose en nous, dans notre famille. Très humblement, j'ai envie de dire. Très humblement. Merci beaucoup, Annick, pour ce magnifique partage. Je reconnais être très émue de certains de vos mots et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu recueillir votre parole aujourd'hui. Merci à vous et merci de cette occasion de partager encore une fois. Merci. J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors, foncez!
Et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet www.les-envolés.com dans l'onglet Le podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.